Alors, bienvenue à cette première école de cadre sur la philosophie. Si vous aimez ça, ça sera peut-être pas la dernière. Donc, je vais commencer tout de suite avec une présentation sur Kant, Hegel et Marx, les origines de la théorie marxiste de la connaissance. Donc, pour que la classe ouvrière s'empare du pouvoir, abolisse le capitalisme et transforme de façon révolutionnaire la société, la classe ouvrière a besoin des idées, des méthodes, du programme marxiste pour arriver à la victoire. Et c'est le rôle du parti marxiste de fournir ces idées, ces stratégies et ces méthodes à la classe ouvrière. Les phénomènes de la société, qu'ils soient politiques, économiques, culturels, ne se donnent pas spontanément à nous dans toute leur évidence, contrairement à ce que les empiristes pensent. Comme toute science, la science marxiste a besoin d'une méthode pour interpréter de manière scientifique le monde. Et pour nous, marxistes, la méthode, c'est bien plus qu'une méthode, c'est une conception générale du monde, de la nature et de la société. C'est une philosophie globale qu'on appelle le matérialisme dialectique. La philosophie marxiste tente de répondre à trois grandes questions philosophiques majeures. D'abord, quelles sont les propriétés de l'être, c'est-à-dire quelles sont les propriétés des choses matérielles dans le monde? Le domaine de cette réflexion philosophique s'appelle l'ontologie, c'est la science philosophique de l'être, et les marxistes proposent dans le domaine de l'ontologie la théorie du matérialisme dialectique. Engels, dans son livre Feuerbach, explique que la dialectique est la science philosophique, donc, des lois générales du mouvement et du développement, de la nature de la société et de la pensée humaine. Ensuite, deuxième question très importante dans la philosophie, quelles sont les catégories de la pensée? On peut classer l'ensemble des catégories générales de la pensée en deux. Ce sont deux méthodes et deux logiques principales avec lesquelles nous fonctionnons. Il y a d'abord la logique formelle. C'est la logique qu'on utilise au quotidien, c'est le sens commun. Je veux un café égale un café, A égale A. C'est une logique qui est pratique, mais qui s'en tient seulement aux apparences des choses. L'idéologie bourgeoise est enracinée dans la logique formelle, qui s'en tient aussi aux apparences de la société. On voit alors que les faits sont isolés les uns des autres, figés dans le temps. On ne s'interroge pas sur l'origine des phénomènes dans la société capitaliste, et on arrive donc à des conclusions réactionnaires, du genre « les choses ne vont jamais changer, rien de nouveau sous le soleil, l'histoire se répète toujours, la propriété privée dans la nature humaine ». Le capitalisme apparaît alors comme une forme de société qui est naturelle et qui ne peut pas être dépassée. Mais il y a aussi la logique dialectique. La logique dialectique inclut les concepts et les catégories de pensée qui correspondent aux aspects les plus complexes de la réalité matérielle. On comprend par exemple qu'avec la dialectique, ce café devant moi n'est déjà plus le café qu'il était l'instant d'avant. Les atomes sont partis et d'autres sont venus. Le café est constamment en mouvement et en transformation. La logique dialectique dépasse l'apparence des choses sensibles pour arriver à leur essence plus profonde. La dialectique comprend que les phénomènes pris du point de vue de leurs aspects essentiels ne sont pas figés dans le temps. Donc tout phénomène est en constant mouvement, transformation, évolution. Et on comprend aussi que les phénomènes ne sont pas figés, ne sont pas isolés dans l'espace. Les phénomènes sont interreliés ensemble de manière complexe. La dialectique comprend donc que tous les phénomènes sont essentiellement des relations et des processus. Toute chose a une histoire passée, présente et future. La méthode dialectique, c'est aussi une logique de la contradiction. On voit que ce sont les contradictions au sein des phénomènes, les forces qui sont en lutte, qui font mouvoir les phénomènes dans l'espace et dans le temps. La philosophie est donc d'abord une réflexion sur la pensée, c'est la logique. C'est aussi une réflexion sur l'être, une ontologie, une ontologique, c'est-à-dire une logique de l'être. Et Engels nous explique que la philosophie, en Orient comme un Occident, c'est élaboré historiquement comme une réflexion sur la relation entre la pensée et l'être, ou la relation entre nos idées et le monde. Autrement dit, la relation entre l'être humain et la nature. Comment est-ce que le monde parvient à notre esprit? Comment est-ce que nos idées permettent d'appréhender le monde? On se retrouve alors avec cette troisième grande question de la philosophie. Comment peut-on connaître? Et ce domaine s'appelle la théorie de la connaissance, ou l'épistémologie.
Engels explique que la philosophie, en Orient comme en Occident, s'est élaborée historiquement à travers deux grands camps opposés, l'idéalisme et le matérialisme. Et cette division persiste également dans la théorie de la connaissance. De manière générale, les idéalistes considèrent que le monde matériel est le reflet des idées que nous avons du monde, tandis que pour les matérialistes, les idées ne sont seulement qu'un reflet du monde matériel. L'idéaliste affirme donc le caractère primordial des idées et de l'esprit, et le matérialiste considère que c'est la nature qui est l'élément fondamental de toute chose. Suivant la thèse matérialiste, nos catégories de pensée, notre logique, doit nécessairement provenir, en dernière analyse, des catégories objectives de l'être. Ce que nous appelons la dialectique, ça correspond donc à la fois aux lois et aux mouvements les plus généraux de la nature et de la société, ou ce qu'on pourrait appeler une dialectique objective. Et la dialectique, ça correspond aussi au concept que nous avons de ces lois-là objectives. On pourrait parler ici d'une dialectique subjective. C'est la méthode dialectique. Et c'est la théorie matérialiste de la connaissance qui permet d'expliquer le rapport entre la dialectique objective et la dialectique subjective, notre logique. La théorie matérialiste de la connaissance est fondée sur ce qu'on appelle la théorie du reflet, telle que Lénine l'a appelée à partir de 1908 dans son Matérialisme et empírocriticisme. Marx nous dit dans le Capital, page 29 des éditions PUF, les meilleures éditions, « Le mouvement de la pensée n'est que la réflexion du mouvement réel, transporté et transposé dans le cerveau de l'homme. La théorie du reflet, c'est-à-dire la théorie matérialiste de la connaissance, énonce que la connaissance est le reflet du monde dans le cerveau humain. Et pour bien comprendre les principes élémentaires de la théorie matérialiste de connaissance, il est nécessaire d'en retracer les origines en l'opposant aux grandes théories de la connaissance qui ont existé. On va donc passer en revue des moments importants de la philosophie occidentale en s'attardant particulièrement à Kant et à Hegel. Par contrainte de temps, je vais laisser tomber, malheureusement, les philosophes de l'Antiquité et du Moyen Âge. Et je vais commencer avec l'époque moderne, vers le 15e, 16e siècle. L'époque moderne est déchirée par deux grands courants philosophiques en théorie de la connaissance, les rationalistes et les empiristes. Les rationalistes, comme Descartes, Spinoza, Leibniz, affirment que notre meilleure manière de connaître le monde, c'est par la raison, et que nos sens nous trompent. On peut donc connaître le monde de manière a priori, avant l'expérience, donc sans passer par l'expérience et l'observation. À l'opposé, les empiristes comme John Locke, David Hume, disent au contraire qu'on peut seulement connaître le monde par notre expérience et nos sensations. Pour eux, il n'y a pas de réalité divine, de réalité surnaturelle derrière les objets sensibles. En ce sens-là, ils sont des matérialistes, mais des matérialistes limités. Pour eux, les concepts sont seulement des pensées dérivées par rapport aux sensations. Les concepts, pour eux, ne nous disent en fait que très peu de choses sur le monde. L'empirisme de David Hume, pour sa part, culmine dans un scepticisme radical qui affirme que nos concepts ne sont pas capables de saisir la causalité naturelle, le fait que les choses sont des causes et des effets. Pour lui, la causalité naturelle n'est pas objective, elle relève de l'habitude, de l'accoutumance. Donc, par habitude, on voit le feu, et on voit qu'il nous brûle. Donc, on est habitué d'associer mentalement feu et chaleur, mais cette association n'est pas un lien causal objectif, c'est un construit mental, une association purement arbitraire et subjective, issue de l'habitude et de l'accoutumance. Donc, pour l'empirisme, les choses sont seulement telles qu'elles nous apparaissent devant nous par nos sens. On ne peut pas penser les relations entre les choses, on ne peut pas penser les tendances générales, les processus historiques, les raisons qui ont fait émerger les choses. Toutes ces questions-là ne peuvent pas être répondues par les sens. On peut seulement répondre à ces questions en ayant recours au concept, à l'abstraction. Et pour l'empirisme, le concept est une déformation de la sensation. Et donc, les empiristes ont vidé le monde de son intelligibilité, de sa capacité de connaître, et ils ont aussi vidé l'esprit humain de sa capacité à connaître le monde. Et donc là, la philosophie moderne se retrouve déchirée entre empirisme et rationalisme.
et arrive Kant. Et Kant va se positionner comme l'arbitre entre les deux camps. Il va tenter de faire la synthèse entre ces deux théories de la connaissance. Emmanuel Kant est né en 1724 et mort en 1804. Kant avait une vie très rangée, toute sa journée était divisée entre enseigner, lire, écrire. Il n'a jamais quitté sa ville natale de Königsberg. La tradition dit que Kant a modifié son emploi du temps 2 fois dans sa vie. Donc, il prenait toujours sa promenade à 4 heures. Les gens peuvent témoigner de ça. Donc, 2 fois dans sa vie, il a arrêté sa marche quotidienne, son itinéraire. La première fois en 1762 pour se procurer le contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Et la deuxième fois en 1789 pour se procurer la Gazette qui annonçait la Révolution française. Donc, depuis Platon, la plupart des philosophes, c'est-à-dire ceux qu'on peut ranger dans le camp de l'idéalisme, se sont évertués à construire des systèmes de métaphysique, c'est-à-dire des systèmes qui vont reconstruire la totalité du monde naturel et social à travers la raison pure, donc de manière a priori sans le recours à l'expérience. Tous ces systèmes de métaphysique, dans tous ces systèmes de métaphysique qui ont été élaborés, la constante a toujours été la puissance de la raison humaine, une raison détachée du corps qui transcende le monde matériel et qui peut accéder à l'objectivité du monde, très souvent grâce à l'éclairage de Dieu. Mais avec Emmanuel Kant, il y a une rupture qui se produit dans le développement de la philosophie occidentale. Kant avait entrepris en quelque sorte de sauver la métaphysique d'elle-même, c'est-à-dire d'utiliser la pensée critique pour purger la métaphysique de ses illusions et de son dogmatisme. Kant voulait ramener la métaphysique sur des bases plus rationnelles, plus solides, et en faire une science rigoureuse. Le penseur qui va vraisemblablement le plus influencer Kant est sans aucun doute David Hume. Kant disait d'ailleurs que c'est Hume qui l'a réveillé de son sommeil dogmatique. Kant publie son ouvrage majeur, La critique de la raison pure, en 1781, à l'âge de 57 ans. Il va publier ensuite La critique de la raison pratique et La critique de la faculté du juger. Donc ce sont ces 3 grandes critiques qui vont permettre de donner ce nom à cette philosophie de Kant qu'on appelle la philosophie critique ou le criticisme, d'où plus tard l'empiriocriticisme dont je vais vous parler. D'ailleurs, petite parenthèse, si Kant était la critique, les hégéliens de gauche vont se proclamer par la suite la critique critique. Et pour rire d'eux, gentiment, Marx, quand il va publier son livre La Sainte Famille, va la sous-titrer La critique de la critique critique. On l'aime, Marx. Le fondement de la théorie kantienne de la connaissance, c'est d'expliquer que le centre de la connaissance est le sujet humain, et non pas la réalité extérieure. Pour Kant, l'acte de connaissance n'est pas passif, mais actif. Donc, on ne fait pas seulement une liste des choses qu'on voit, mais consciemment, on sélectionne, on organise, on interprète les choses. Ce n'est donc plus l'objet qui impose au sujet les règles pour le connaître, mais c'est le sujet qui impose à l'objet les propres règles de son esprit. Et cela a donc pour conséquence qu'on ne peut pas connaître réellement ce que sont les choses en soi, c'est-à-dire indépendamment de l'esprit humain qui les pense. Et on peut seulement donc connaître la réalité qu'à travers les phénomènes, c'est-à-dire l'apparence sensible. Kant développe la thèse que lorsqu'on fait l'expérience des choses sensibles, on perçoit et on pense les phénomènes toujours à travers certaines catégories de pensée. L'espace, le temps, la nécessité, la contingence, la causalité, l'existence, la non-existence. Et toutes ces catégories logiques seraient les formes mêmes de notre esprit, c'est-à-dire les différentes manières dont notre raison est structurée. Pour lui, l'espace et le temps n'existent pas de manière objective dans les choses, mais c'est parce qu'on pense les choses de manière spatio-temporelle qu'on peut arriver à dire qu'il y a quelque chose comme l'espace et le temps. Et donc, les concepts d'espace et de temps ne proviennent pas de l'expérience, mais existent dans l'esprit humain depuis sa naissance. Ces catégories, l'espace et le temps, sont a priori précèdent l'expérience. Toutes les relations qu'on trouve dans les choses, ce sont en fait nous qui les avons mises dans les choses, en essayant de les connaître. Et donc, si les relations dans les choses n'existent que dans notre esprit, on ne pourra jamais connaître ce que sont les choses réellement, indépendamment de nous.
Donc, même si on ne peut pas connaître ce que les choses sont vraiment, Kant dit pourtant qu'on peut développer une connaissance objective, une connaissance scientifique. Mais pour lui, l'objectivité des phénomènes, en dernière analyse, c'est le résultat de ce qui est partagé par tous les esprits humains. Parce que tous nos esprits sont structurés sensiblement de la même manière, par les mêmes catégories logiques. La logique formelle. Kant nous dit aussi que, contrairement aux empiristes, on peut avoir une connaissance a priori, sans l'expérience. Mais cette connaissance a priori ne peut pas porter sur les choses sensibles, sur les choses extérieures à nous. La seule connaissance a priori qui est possible, c'est celle qui porte sur les conditions de possibilité nécessaires de l'expérience. Les conditions de possibilité nécessaires de l'expérience. C'est-à-dire donc les structures de notre esprit, les catégories logiques. La philosophie de Kant est donc ce qu'on peut appeler un idéalisme subjectif. Idéaliste parce que les idées priment sur la réalité matérielle, et subjectif parce que, contrairement aux idéalistes objectifs, comme Platon et Hegel, les idées qui organisent le monde n'existent pas dans un monde des idées au-dessus de la nature, un monde divin, surnaturel, mais ces idées existent dans notre esprit. Kant explique que l'humain possède 3 facultés pour connaître: la sensibilité, l'entendement et la raison. D'abord, la sensibilité. Donc, les objets nous communiquent de l'information sensible que l'on interprète, et grâce à l'imagination, on peut reconstruire l'objet sous forme d'image mentale dans notre esprit. Et c'est à partir de la sensibilité que démarre la démarche scientifique. Il y a ensuite l'entendement. Pour Kant, l'entendement est la faculté de connaître les phénomènes de manière scientifique. L'entendement fonctionne avec les catégories de la logique formelle. Quantité, une chose, plusieurs choses. Qualité, la chose existe ou elle n'existe pas. La relation, est-ce que la chose elle est cause, est-ce que la chose elle est effet. Modalité, est-ce que la chose elle est possible, impossible. Est-elle nécessaire, c'est-à-dire qu'elle doit exister, ou est-elle contingente, elle aurait pu ne pas exister. Kant va ensuite assigner des limites à l'entendement humain. L'entendement peut connaître les phénomènes extérieurs de manière scientifique s'il s'en tient à l'expérience, donc à la connaissance des choses sensibles. Mais si notre réflexion dépasse le cadre de l'expérience sensible des objets extérieurs, alors on ne fait plus de la science empirique, mais on fait de la philosophie. Et quand on fait de la philosophie, on mobilise la 3e faculté, qui est la raison, ou ce qu'on peut aussi appeler, qui est la même chose, la raison pure, puisque pour Kant, la raison est épurée de l'expérience. Kant dit qu'il y a une utilisation légitime de la raison pure et une utilisation non légitime de la raison pure. L'utilisation légitime de la raison pure, c'est ce qu'il appelle l'analytique. La seule utilisation légitime, c'est donc l'étude des catégories de l'entendement, ou ce qui revient au même, la seule connaissance a priori qui précède l'expérience, la seule connaissance donc valide au niveau de l'a priori, c'est celle qui porte sur les conditions de possibilité nécessaires de l'expérience. L'analytique, c'est donc la raison qui étudie l'entendement. Et pour Kant, la philosophie se réduit uniquement à cette introspection. Au contraire, si la raison pure tente de connaître de manière a priori tout ce qui se situe en dehors de notre esprit, donc si on essaie de connaître les objets du monde sans l'expérience sensible, on fait fausse route. Et cette fausse route, cette utilisation non légitime de la raison, c'est ce que Kant appelle la dialectique. La dialectique, c'est donc de discourir philosophiquement sur les objets du monde sans se fonder par l'expérience. Évidemment, ce n'est pas la définition marxiste de la dialectique, on s'entend. Donc, pour résumer, chez Kant, il y a d'abord la sensibilité, puis l'entendement. L'entendement est structuré par la logique formelle. Il essaie de comprendre les phénomènes de manière scientifique. L'entendement procède par expérience, mais toujours par l'intermédiaire de ces catégories subjectives qu'il impose au monde. Puis il y a la raison pure, qui peut philosopher de manière légitime, c'est l'analytique ou l'étude des catégories de l'entendement. Et il y a la dialectique, mauvaise utilisation de la raison pure, qui essaie de comprendre les objets environnants sans le recours à l'expérience. J'ajoute en pensant que suite à Kant, Hegel va se proclamer le champion de la philosophie spéculative. Donc parce que Hegel va essayer de sauver la dialectique. Pour Kant, la dialectique, c'est la spéculation, c'est le dogmatisme. Dans son livre La critique de la raison pure, Kant démontre qu'il est illégitime de discourir philosophiquement sur les grandes questions métaphysiques, qui sont: est-ce que le monde a un commencement et est fini, ou est-ce que le monde est éternel et infini? Est-ce que Dieu existe ou non?
est-ce que toute la subjectivité humaine est soumise entièrement au déterminisme des lois de la nature, ou est-ce que la raison humaine possède une liberté humaine? Et donc, pour Kant, on ne peut pas répondre à ces questions. Kant arrive à une série de contradictions, des thèses qui s'opposent dans ces questions-là, il ne peut pas les résoudre. Pourquoi? Parce que Kant tient tellement à sa logique formelle, et la logique formelle, en fin de compte, n'est incapable de reconnaître qu'il y a des contradictions objectives dans les phénomènes. Et donc, Kant arrive à une impasse. Et donc, on ne peut plus avoir de réponse sur le monde, sur la liberté. Et donc, Kant voulait sauver la métaphysique d'elle-même, mais la lame de sa critique était moins un scalpel de précision qu'une machette déchaînée. Et donc, Kant venait en quelque sorte de mettre fin au projet de la métaphysique et d'asséner un coup mortel à la philosophie occidentale. La philosophie n'a plus qu'une seule fonction, l'analytique, c'est-à-dire analyser les facultés mentales de l'humain, connaître les catégories de la logique formelle, en fin de compte. La philosophie se trouve cantonnée à la subjectivité de l'être humain. La critique de Kant va marquer un point tournant dans l'histoire de la philosophie. Qu'on soit pour ou contre Kant, on ne peut plus l'ignorer. Il faut se positionner par rapport à lui. Deux courants philosophiques majeurs vont émerger à partir de lui. On a d'un côté l'idéalisme allemand pro-métaphysique, dont la figure de Proust est Hegel. Et à partir de l'idéalisme allemand va se développer le marxisme. De l'autre côté, on a le courant post-kantien ou néo-kantien. On a des figures isolées, comme Nietzsche, Schopenhauer, mais on a aussi tout un courant philosophique qu'on appelle le positivisme. Les positivistes sont des empiristes qui ont intégré la critique de Kant. Ce sont des empiristes néo-kantiens. Pour eux, la connaissance scientifique se réduit entièrement aux données sensibles, aux faits empiriques. Il y a plusieurs sous-courants du positivisme, je vais en nommer trois, qui sont en même temps trois moments historiques dans le développement du courant positivisme. Le premier courant est celui de son fondateur, Auguste Comte. Comte dit que pour être un scientifique, il faut être positif. Avoir un esprit positif, c'est qu'il faut renoncer à la question du pourquoi des choses et seulement s'attarder à leur comment. On ne doit pas regarder quelles sont les causes premières des phénomènes. Donc, en se limitant au comment des choses, l'esprit positif va seulement formuler des lois de la nature en les réduisant souvent à des formules mathématiques, comme on voit souvent en physique pure à l'heure actuelle. Les positivistes sont sceptiques à toute forme de théorie trop englobante ou trop systématique, comme la théorie marxiste, qui essaierait de circonscrire des tendances générales de la société humaine. Pour eux, c'est spéculatif, c'est métaphysique, c'est dogmatique. Et donc, si on regarde seulement le comment des choses et non pas leur pourquoi, ça implique qu'on doit séparer les jugements de fait et les jugements de valeur. Autrement dit, pour faire de la science, on ne doit pas porter de jugement de valeur, on ne doit pas émettre de critique. Pour faire de la science, selon Comte, on ne peut pas s'attarder aux problèmes de la société, on ne peut pas prendre le parti d'un groupe social, on ne peut pas proposer de transformation. Donc pour eux, si on pose des jugements de valeur, on cesse de faire de la science. Et donc Karl Popper, qui est un positiviste tardif, va mener une lutte féroce contre le marxisme, pour tenter de montrer que le marxisme n'est pas une science, mais seulement une pseudo-science. De manière générale, les positivistes sont sceptiques à toute théorie qui brouille la séparation entre science et politique, comme les marxistes le font. Donc pour eux, la méthode expérimentale, donc la méthode formelle, la méthode mécanique, est la seule méthode scientifique. Et la science peut seulement être descriptive. Si on mélange la science et la politique, si on combine la description et la prescription, les jugements de fait et les jugements de valeur, on ne fait plus de la science, on fait de l'idéologie. Mais pour nous, marxistes, le fait de l'exploitation culmine nécessairement dans le jugement de valeur qu'il faut abolir l'exploitation. Et donc, en voulant imposer la méthode expérimentale aux sciences sociales, les positivistes transforment les sciences sociales en sciences purement descriptives et statistiques. C'est pour ça que la philosophie positiviste a été un partenaire de choix pour l'idéologie libérale et pour les intellectuels de la classe capitaliste dirigeante. On justifie le fait de ne pas remettre en question l'ordre social établi, sous prétexte que la science sociale, pour être vraiment une science, peut seulement décrire les phénomènes
et de ne doit pas remettre en question leur origine, leur pourquoi, leur cause. Mais si je prends ce crayon, on peut analyser empiriquement la composition chimique de ce crayon, comprendre le comment de ce crayon. Mais en réalité, on ne connaîtra jamais vraiment ce qu'est ce crayon si on ne comprend pas aussi son pourquoi. Pourquoi est-ce que ce crayon est devant moi? Parce que ce crayon est une marchandise que j'ai achetée, une marchandise créée par des travailleurs, une marchandise qui contient du travail social accumulé et qui contient donc du surtravail, du travail qui a été volé à l'ouvrier par le capitaliste. Et donc ce morceau de crayon n'est pas seulement tel qu'il apparaît immédiatement devant moi, il n'est pas qu'un morceau de matière, il est un point de concentration de tout un réseau de relations sociales de production, et ce crayon est la médiation qui véhicule le rapport d'exploitation de classe. Et même le positivisme le plus aguerri ne sera jamais capable de connaître l'essence de ce crayon, parce que de par sa philosophie limitée, il se refuse à aller au-delà de l'apparence des choses. Un second moment charnière de l'histoire du courant positiviste, donc de l'empirisme néo-kantien, est ce qu'on va appeler l'empiriocriticisme. L'empiriocriticisme est une version encore plus subjectiviste de l'empirisme, du positivisme. Ses fondateurs sont Ernst Mach et Richard Avenarius. Et cette version du positivisme nous intéresse en fait parce que Lénine va mener un combat féroce contre ce courant. L'empiriocriticisme va entrer dans la Russie du XXe siècle à travers le parti bolchevique. Donc, des jeunes camarades du parti considéraient que la vraie philosophie du marxisme n'était pas le matérialisme dialectique, mais l'empirisme néo-kantien, l'empiriocriticisme. Et Lénine va rédiger en 1908 son fameux Matérialisme et empiriocriticisme, son ouvrage philosophique majeur, dans le but de sauver le matérialisme dialectique et de asseoir le parti bolchevique sur une philosophie solide. Alors que le positivisme originel, celui d'Auguste Comte, expliquait que l'esprit humain n'a seulement accès qu'aux données empiriques pour développer la connaissance scientifique, l'empiriocriticisme pousse le raisonnement encore plus loin. Il dit que, comme notre seul accès au monde, c'est les sensations, le monde objectif se réduit à n'être qu'un complexe de sensations subjectives. Lénine montre donc que la conclusion logique de cette philosophie est qu'il n'y a pas de réalité objective extérieure à l'être humain. Et on se retrouve alors en plein solipsisme, l'idée qu'il n'y a aucune réalité en dehors de notre esprit personnel. Et les empiriocriticismes, en fin de compte, ont poussé jusqu'à leur conclusion logique à la fois l'empirisme et le kantisme, pour en révéler toute leur absurdité et leur idéalisme. Ernst Mach, fondateur de l'empiriocriticisme, va être le précurseur du troisième moment historique du positivisme, qu'on appelle parfois le néo-positivisme, et qui s'est organisé autour du Cercle de Vienne en 1923, dont le penseur principal est Carnap. Donc, le Cercle de Vienne veut éliminer complètement la métaphysique. Il va s'attaquer aux idéalismes allemands, à Hegel et à ses successeurs, incluant les marxistes. Pour eux, le matérialisme est une métaphysique, puisqu'on affirme la réalité d'une chose extérieure en dehors de l'esprit humain. Drôle de définition de la métaphysique, en fin de compte. Donc, le Cercle de Vienne va être influencé beaucoup par des penseurs connus comme Wittgenstein, Gottlob Frege, Bertrand Russell, et il va aussi y avoir Karl Popper, qui va se promener autour du Cercle de Vienne. Donc, pour les penseurs du Cercle de Vienne, il faut analyser toutes les théories scientifiques pour les ramener à un langage mathématique, la logique formelle. C'est une déconstruction mathématique des théories scientifiques. Donc, pour eux, la philosophie, c'est seulement l'étude de la science. C'est une épistémologie, c'est une logique de la science. Donc, tout ce qui dépasse le cadre d'analyser les théories scientifiques, pour eux, ça ne relève pas de la science. Donc, on ne s'intéresse pas à l'objet scientifique tel quel, mais seulement à comment est-ce que le sujet pense l'objet à travers sa logique, à travers son langage. Le néopositivisme va influencer énormément la philosophie au XXe siècle. À l'heure actuelle, le champ philosophique se divise en deux grands courants. Il y a la philosophie anglo-saxonne, américaine et anglaise, qu'on appelle la philosophie analytique. La philosophie analytique analyse la logique des arguments qu'on utilise en science. Elle ne s'intéresse pas à l'objet réel, mais seulement à
comment est-ce que le sujet développe son langage sur les objets. Et de l'autre côté, on a la philosophie continentale, qui est surtout allemande et française. Et la philosophie continentale, elle est majoritairement dominée par le postmodernisme, ou le post-structuralisme. Les philosophes postmodernes expliquent que la réalité objective se réduit essentiellement à une question de discours ou de perception subjective de l'individu. La philosophie analytique et la philosophie postmoderne sont les enfants directs du néopositivisme et sont donc les petits-enfants de Kant et de l'empirisme à la sauce idéaliste subjectiviste. Le même esprit positiviste et subjectiviste pollue encore aujourd'hui les théories en sciences sociales enseignées à l'université, comme jamais auparavant. En sciences sociales, le positivisme et le subjectivisme ont pris la forme de ce qu'on appelle parfois le constructivisme. C'est l'idée selon laquelle les relations et les structures sociales n'existent pas réellement, mais sont ou bien la projection du penseur, du scientifique, ou bien la perspective subjective d'un groupe social. La méthode constructiviste culmine donc finalement dans l'intersectionnalité. On n'est pas autorisé à développer une théorie sociale englobante et systémique, parce que ça ferait violence au vécu subjectif, violence à la souffrance du groupe social opprimé. Chaque groupe social vit une expérience unique qu'il est le seul à pouvoir comprendre. Chaque groupe peut seulement s'émanciper par lui-même, parce qu'il serait dangereux de vouloir unifier les luttes contre les différentes oppressions, parce que cette unité, elle est oppressive. La morale de toute cette histoire est que la philosophie de Kant a clairement marqué un point tournant dans la philosophie occidentale. Le spectre de Kant hante encore, à l'heure actuelle, les salles de classe des universités bourgeoises, et de l'UQAM en particulier. Les marxistes mènent une lutte féroce contre l'intersectionnalité, une lutte idéologique, contre donc l'intersectionnalité, mais aussi le constructivisme, le postmodernisme, le néopositivisme, de la même manière que Lénine a mené sa lutte contre l'empiriocriticisme. Quelque temps après la rédaction de Matérialisme et empiriocriticisme, la Russie est entrée dans une période de réaction. Lénine s'est retrouvé isolé pendant quelques années. Ça lui a donné un break de la politique et il a pu retourner aux sources. Il s'est tapé le Capital et il s'est tapé Hegel au complet, surtout la science de la logique et la phénoménologie de l'esprit, qu'il a enfin terminé en 1914. Lénine a survécu. Lénine écrit alors ses cahiers sur la dialectique de Hegel. Il va commenter les passages importants de Hegel. Donc c'est un ouvrage que je vous recommande, c'est assez court, c'est très humoristique. Souvent c'est Lénine qui cite Hegel et fait « Waouh! Lol! » C'est bon. Et donc Lénine, à travers ce travail de prise de notes, de réflexion, d'études, tout ça va permettre à Lénine de faire accoucher sa pensée. Et c'est à partir de là que va émerger la grande trilogie léniniste. L'État et la Révolution, la maladie infantile du communisme et l'impérialisme, stade suprême du capitalisme. Lénine va dire à cette époque qu'on ne peut pas comprendre le Capital de Marx si on n'a pas lu Hegel. Peut-être qu'il exagère, peut-être qu'il a raison. Donc, on comprend donc que Lénine va beaucoup apprécier Hegel. Et si on peut dire que Marx est le père du marxisme, on peut dire sans aucun doute que Hegel est le grand-père du marxisme. Et comme nous luttons actuellement contre le subjectivisme sous toutes ses formes, comme Lénine a mené un combat similaire à son époque, il faut reconnaître que le combat premier contre le subjectivisme a démarré avec Hegel. Et c'est maintenant de Hegel et de son combat contre Kant que je veux vous parler, afin qu'on puisse compléter l'édifice des origines de la théorie marxiste de la connaissance. Kant ne venait pas seulement d'enfoncer son marteau dans la métaphysique occidentale, il venait de rendre impossible tout accès à l'objectivité du monde. Il avait tourné en ridicule le questionnement philosophique sur les choses premières du monde, Dieu, l'âme humaine, le monde lui-même. À partir de la philosophie inaugurée par Kant, va émerger en Allemagne un nouveau courant philosophique qu'on appelle l'idéalisme allemand, et dont les penseurs, on les appelle souvent les Lumières allemandes. Les Lumières allemandes sont les dernières Lumières modernes, qui font suite aux Lumières françaises et aux Lumières anglaises. Les trois grandes figures de l'idéalisme allemand sont Fichte, Schelling et Hegel, qui est le plus connu,
D'abord par l'étendue de son œuvre, la complexité de son système, mais surtout par son influence considérable sur la pensée de Marx et de Engels. Pour le penseur contemporain, Hegel est extrêmement difficile à lire. C'est en fait le penseur le plus difficile à lire, plus que Heidegger. Et une des raisons principales qui explique pourquoi c'est si difficile de lire Hegel, c'est parce que Hegel est un idéaliste et que sa dialectique apparaît sous une forme mystifiée. Kant avait voulu sauver la métaphysique d'elle-même pour fonder le système philosophique de la raison sur des bases solides, scientifiques. Mais dans son œuvre, il avait détruit tous les fondements de la métaphysique. Les idéalistes allemands vont se donner comme projet de faire renaître la métaphysique. Des systèmes philosophiques, des systèmes métaphysiques, il y en a eu beaucoup dans le passé. Platon, Aristote, Thomas d'Aquin, Descartes, Spinoza, Leibniz. Mais pour Hegel, tous ces systèmes étaient incomplets, unilatéraux. Et donc, aucun de ces systèmes était capable de refléter réellement le pouvoir grandiose de la raison, capable d'intégrer en elle-même la totalité de l'essence des phénomènes du monde. Hegel va consacrer son existence à compléter le système de la métaphysique, le système de l'idéalisme absolu. Hegel, comme ses collègues idéalistes allemands, constate que la philosophie inaugurée par Kant a engendré un divorce entre le sujet et l'objet, entre le concept et la chose en soi. La pensée humaine, au lieu de servir de pont permettant de relier le sujet et l'objet, devient avec Kant une barrière. Et Hegel va chercher à réunifier le sujet et l'objet. Pour lui, la pensée, la connaissance rationnelle, est ce qui permet de médiatiser l'un l'autre, le sujet et l'objet, les unifier ensemble. La volonté de Hegel d'unifier le sujet et l'objet peut être située dans le contexte socio-historique dans lequel il a grandi. Hegel naît en 1770 et meurt en 1831. À 19 ans, il contemple de l'Allemagne un des épisodes les plus glorieux de l'histoire de l'humanité, la Révolution française de 1789, une révolution menée par les idéaux de liberté et d'égalité. À côté de la France, l'Allemagne apparaît pour Hegel comme dégénérée, arriérée. Les petits seigneurs font la loi, les paysans et les petits bourgeois sont ruinés par l'apparition du marché. L'homme allemand est aliéné de son monde, de sa communauté. L'esprit allemand est en décadence. L'Allemagne est donc mûre pour une révolution et Hegel veut en fournir les idées. En 1807, 3 ans après la mort de Kant, Hegel publie son ouvrage majeur, la phénoménologie de l'esprit. Hegel y relate le processus par lequel l'être humain, l'esprit humain, arrive à connaître les choses environnantes. Donc, l'ouvrage va commencer par une conception relativement matérialiste de la connaissance humaine, puis le projet dérape, à peu près à la moitié de l'ouvrage, vers un idéalisme absolu. L'ouvrage commence ainsi. Le sujet est jeté dans un monde d'objets étrangers. Les objets s'imposent au sujet. Le sujet ne maîtrise pas les objets. Sujet et objet se font face l'un l'autre dans un combat à mort. Mais le sujet possède 3 armes, la sensibilité, l'entendement et la raison. Pour Hegel, il est clair que le processus de la connaissance ne commence pas avec les concepts, contrairement aux rationalistes. Tout commence avec les sens. Si un être humain est jeté sur une île déserte et découvre une nouvelle espèce animale, on ne peut pas s'en former un concept tout de suite dans notre esprit. On ne peut pas se former un concept de cette espèce où on comprendrait tout comment cette espèce fonctionne. Il faut d'abord étudier les spécimens, prendre en note les caractéristiques physiques, les couleurs, les formes, procéder par généralisation. On commence donc avec les données sensibles que nous fournissent les 5 sens. Et ensuite, on peut penser l'espèce de manière conceptuelle, c'est-à-dire trouver les qualités communes entre les différents spécimens, comprendre d'où vient cette espèce, comment est-ce qu'elle interagit avec son environnement. Hegel commence donc à décrire de manière matérialiste le processus par lequel l'être humain arrive à comprendre les choses. Notre cerveau a accès à la réalité extérieure d'abord par les sens. Les sens accèdent au monde par ce qu'on appelle les données sensibles, les sense data. Donc, les objets bougent autour de nous,
Ça fait vibrer l'air, l'air vibrante arrive dans notre oreille, on l'interprète comme un bruit. La lumière reflète sur les atomes, l'atome reflète une certaine fréquence d'onde que notre rétine et notre cerveau interprètent comme une couleur. Et donc, les sensations sont l'intériorisation subjective de qualités sensibles objectives. C'est ce qu'on appelle la connaissance sensible, ok? Que notre cerveau interprète l'information venant des sens. Et on peut dire que tous les 5 sens font cumuler l'information dans un 6e sens, l'imagination. On reconstruit mentalement l'objet sous la forme d'une image mentale. Si je regarde le café puis je ferme mes yeux, je peux encore m'imaginer le café dans mon esprit. C'est une prochaine étape dans le développement de la connaissance. La connaissance sensible, ce n'est pas quelque chose qui est propre à l'être humain. Les animaux développés ont la connaissance sensible. Nos chats domestiques, par exemple, peuvent se représenter mentalement la croquette. Ils vont sentir la croquette. Ils l'entendent couler dans le bol. Ils courent vers la croquette, ça active le désir, parce qu'ils ont la connaissance sensible. Mais le chat ne peut pas avoir la connaissance conceptuelle de la croquette. Le chat n'a pas accès à l'idée générale de croquette ou à l'idée générale de bouffe. Et c'est la différence spécifique de l'être humain de penser par les concepts. Kant nous explique qu'il y a 2 facultés pour connaître rationnellement les choses, l'entendement et la raison. Hegel les reprend en les modifiant. L'entendement est la forme la plus basse de connaissance rationnelle. L'entendement prend les choses telles qu'elles sont devant nous. C'est à peine le fait d'enregistrer les faits devant nous. L'entendement procède par logique formelle. C'est ce qu'on appelle le sens commun. C'est la pensée au quotidien qui ne se questionne pas sur l'origine des choses, sur leur cause, leur origine, leur raison d'être. Et il y a aussi la raison, qui va plus loin que l'entendement. La raison dépasse ce qui est donné devant nous. La raison décortique les phénomènes en ses parties constitutives, et la raison va réassembler les parties constitutives des objets pour les penser de manière systématique. C'est la synthèse. Analyse, synthèse. Et ce processus d'analyse et de synthèse, c'est le processus de la dialectique. La raison est une forme supérieure de connaissance par rapport à l'entendement, comme la dialectique est une forme supérieure de pensée par rapport à la logique formelle. Dans son 2e ouvrage majeur, La science de la logique, publié entre 1812 et 1816, Hegel explique que les catégories de la logique formelle sont radicalement transformées par la méthode dialectique de pensée. L'entendement formaliste donne à la chose une quantité et lui donne aussi une qualité. La dialectique comprend que les petits changements quantitatifs s'accumulent jusqu'à atteindre un point de virage où la quantité se transforme en qualité. Par exemple, lorsqu'on fait bouillir l'eau, donc on la fait chauffer et éventuellement, point de rupture, l'eau bout. L'entendement formaliste assigne à la chose une relation. Elle est cause ou elle est effet. Pour la raison dialectique, tout phénomène est simultanément la cause d'un autre phénomène et l'effet d'un autre phénomène, et tous les phénomènes sont interreliés dans un réseau d'interconnexion universelle. L'entendement formaliste assigne au phénomène une modalité. La chose est possible, impossible, existante, non existante, contingente, nécessaire. La raison dialectique comprend que le contingent ou l'accidentel peut parfois devenir l'étincelle qui met le feu aux poudres de manière à une situation révolutionnaire qui devait nécessairement éclater d'une manière ou d'une autre. Bref, pour chaque catégorie de la logique formelle que Kant assigne à l'entendement, Hegel y ajoute du mouvement. Les catégories de la logique dialectique, ou les catégories de la raison dialectique, deviennent chez Hegel l'alphabet d'une nouvelle méthode qui peut saisir la complexité de la réalité objective, qui est toujours en mouvement et en changement. De plus, pour Kant, les catégories de la logique formelle sont en quelque sorte innées. Tous les êtres humains naissent avec les mêmes catégories. Mais pour Hegel, les catégories de la logique dialectique sont en réalité les catégories de l'être, intériorisées dans l'esprit. Pour Hegel, il n'y a pas de chose en soi inconnaissable, ça va de soi. Toute l'histoire de la pensée humaine est le développement de la chose en soi inconnue à la chose pour nous connue. La chose en soi, insaisissable, est une chose vide, abstraite, imaginaire. Donc 2 facultés de pensée, 2 méthodes, mais aussi 2 manières d'abstraire les concepts et de penser l'universalité dans les choses. Si on prend par exemple cette plante,
grâce à notre entendement, on peut abstraire les propriétés générales de cette plante. Hein, on va regarder, ah, ok, telle forme de feuille, telle couleur, c'est telle espèce. Donc, ça, c'est ce qu'on peut appeler le concept formel de la plante. Ceci est une orchidée. Les orchidées possèdent telles caractéristiques. L'orchidée est une plante. On remarque que cette manière d'abstraire les concepts est très répandue dans les sciences en général, hein, que ce soit les sciences naturelles ou les sciences sociales. C'est la conceptualisation de l'empirisme. Donc, on s'en tient seulement à ce qui est donné devant nous. On ne s'intéresse pas à l'origine des phénomènes. Mais Kant nous dit qu'il y a une autre manière d'abstraire le concept de plante, par la dialectique. Donc, si la logique formelle nous dit que X est une orchidée, ou X est une plante, pour la dialectique, X devient plante. La dialectique étudie le devenir des choses. Le devenir de la plante est un devenir de lutte. La plante doit, pour survivre et croître, lutter contre les menaces de son environnement. La plante doit transformer son environnement immédiat pour répondre à ses besoins et survivre. Par son action sur son monde, la plante pose les conditions étrangères de son environnement comme des objets pour elle-même. Elle incorpore les objets à sa propre existence en se nourrissant. La plante doit surmonter la négativité qui l'entoure, c'est-à-dire abolir les contradictions qu'elle pose entre elle et son environnement. En transformant son environnement, la plante se transforme elle-même. Elle grandit, se développe, elle incorpore les objets à sa subjectivité, elle devient autre qu'elle-même. Elle passe dans de nouveaux moments du développement de son être. En se transformant, la plante nie ce qu'elle était auparavant. Elle nie son passé pour affirmer son futur, qui devient son nouveau présent. Un nouveau moment dans son histoire. La graine s'est niée pour devenir la pousse, et la pousse s'est niée pour devenir la plante mature, qui sera niée pour devenir d'autres graines. Mais en même temps, la plante est restée la même. La plante a maintenu en vie sa réalité essentielle. Dans le processus que la méthode dialectique appelle la négation dialectique, la plante s'est à la fois supprimée en se conservant tout en s'élevant. La plante a maintenu son identité à travers la négation successive de ses formes d'existence. La forme graine, la forme pousse, la forme mature. Le sujet plante et les objets se sont mutuellement transformés, chacun par l'intermédiaire de son opposé. Ils se sont intériorisés l'un l'autre et forment maintenant une nouvelle unité, une union des contraires, et cette union des contraires est la relation entre la plante et l'environnement, une relation parfois harmonieuse, parfois tendue. Et donc le concept de plante n'est pas une définition formelle du genre X égale Y, sujet égale prédicat. Le concept de plante est une histoire, un processus, un mouvement qui s'élabore dans la relation entre les choses. Donc, nos facultés empiriques nous ont seulement donné accès aux propriétés sensibles de la graine, les propriétés sensibles de la pousse, les propriétés sensibles de la plante mature. Mais par la raison dialectique, on a reconstruit la totalité historique et processuelle de la plante. Et cette totalité, c'est ce qu'on appelle en dialectique l'essence de la plante. Pour les matérialistes, l'essence n'est pas une idée figée au-dessus du monde matériel. L'essence de la plante est la réalité objective profonde et intime de la plante en évolution. L'essence, c'est-à-dire la vie de la plante, se manifeste à travers les différents moments de son existence. Graine, pousse, plante mature, nouvelle graine. Et chacun de ces moments est une apparence qui exprime l'essence cachée. C'est-à-dire donc que l'essence se manifeste à travers l'apparence. L'essence, c'est la structure historique des phénomènes. Et l'essence, elle est saisie à travers le concept. Donc si l'essence, elle est objective, le concept est son reflet dans l'esprit. L'ensemble de nos concepts forme dans notre esprit un système de concepts, ce qu'on appelle la théorie ou la science. La théorie ou la science, comme système de concepts, cherche donc à refléter le système du monde, c'est-à-dire la totalité de la réalité objective. La théorie de la connaissance qui est ici présentée par Hegel correspond à la théorie matérialiste de la connaissance, avant que ça dérape. Et Engels et Marx vont la reprendre à leur compte.
La connaissance sensible s'est élevée au niveau de l'entendement. Et l'entendement est demeuré dans le domaine de la positivité, affirme les choses telles qu'elles sont, pleines et positives, ou plutôt telles qu'elles nous apparaissent. La chose possède telle ou telle propriété. Mais la raison dialectique dépasse l'entendement et montre que les propriétés sont en contradiction les unes avec les autres. Par exemple, dans le Capital, la marchandise. La marchandise nous apparaissait d'abord comme un produit du travail humain servant les besoins sociaux. La marchandise nous apparaît comme ayant deux propriétés, valeur d'échange et valeur d'usage. Marx comprend en fait que valeur d'usage et valeur d'échange sont des propriétés qui s'opposent, qui se contredisent. Dans l'échange, la propriété de la marchandise d'être un produit du travail concret qui répond aux besoins, la valeur d'usage donc, elle est effacée par l'échange et la marchandise devient un simple véhicule de la valeur argent. La marchandise devient le moyen pour le capital d'exploiter le travail de l'ouvrier. La dialectique de Marx a donc dépassé le moment positif où l'on décrivait simplement les propriétés de l'objet et on est arrivé au moment négatif. Chaque propriété est la négation d'une autre propriété et les propriétés forment un réseau de contradictions. Et Hegel appelle le mouvement de ces contradictions le travail du négatif. Toutes ces contradictions forment ensemble un réseau de relations entre les différents phénomènes, qui sont en processus. L'entendement a donc séparé les propriétés de l'objet et la raison, en montrant qu'il y a du négatif et de la contradiction dans les propriétés, va procéder ensuite par synthèse et va synthétiser les éléments contradictoires dans une nouvelle unité plus complexe qui va être pensée à travers le concept. Et donc, si l'empirisme est une philosophie positive, d'où le positivisme, la dialectique marxiste est une philosophie négative. J'aimerais maintenant présenter deux autres exemples qui illustrent la relation entre apparence et essence. Dans le capital se présente d'abord comme une somme d'argent qui va être investie pour acheter des marchandises, acheter des machines donc, et des forces de travail. Première forme apparente du capital, l'argent. Deuxième forme apparente, machines et forces de travail. Les forces de travail et les machines travaillent ensemble et produisent une marchandise dans laquelle ils vont transmettre leur propre valeur. Le capital est transposé dans la marchandise. Troisième forme du capital. Et la marchandise, elle est vendue sur le marché, retransformée en une sorte d'argent supérieur. Et donc, le capital a passé à travers différentes métamorphoses. Argent, machine, marchandise, argent. Ces formes sont les véhicules que va revêtir le capital. Ce sont donc vraiment des métamorphoses, comme dit Marx, ou comme dira Hegel, le capital s'est développé en niant successivement ces formes d'existence apparentes. Le capital est resté le même, c'est-à-dire une valeur qui s'auto-valorise, qui s'accumule. Chaque apparence exprime l'essence du capital d'être une valeur auto-valorisante, et cette valeur auto-valorisante n'est rien de moins qu'un rapport social, le rapport d'exploitation de classe. Deuxième exemple, pour illustrer la relation entre apparence et essence, c'est celle de la classe ouvrière. Au niveau objectif, c'est-à-dire infrastructurel ou économique, la classe ouvrière ne possède pas les moyens de production, elle est aliénée des fruits de son travail, et sa force de travail est exploitée par le capital. Mais au niveau de sa conscience collective, au niveau superstructurel, la classe ouvrière est au mieux réformiste ou social-démocrate. Plus spécifiquement, la majorité de la classe ouvrière est subordonnée à l'idéologie bourgeoise dominante. Elle consent au système capitaliste et ne remet pas en question son travail comme exploitation. Une partie de la classe ouvrière, elle est syndicaliste au sens corporatiste. Elle combat pour ses intérêts économiques immédiats dans tel ou tel secteur industriel. Et une autre partie a une conscience politique social-démocrate, lutte pour les intérêts généraux de la classe ouvrière dans les confins du système capitaliste. Mais ces trois manifestations de la conscience ouvrière, soumises, syndicalistes et réformistes, sont toutes trois en opposition avec la condition objective de la classe ouvrière. L'apparence s'oppose à l'essence. Et pourtant, Marx reconnaît que la classe ouvrière est l'agent révolutionnaire de l'histoire humaine, qui n'a rien à perdre que ses chaînes et dont la mission historique est de renverser le capitalisme et d'abolir toute société de classe. Dans son essence, la classe ouvrière serait communiste. Mais cette essence ne s'est pas réalisée dans la conscience actuelle. Cette essence est aliénée
et se présente sous une forme apparente, aliénée, dégénérée, qui est la conscience réformiste. La théorie marxiste et le programme socialiste révolutionnaire sont l'expression ultime de l'essence de la classe ouvrière. Mais cette essence ouvrière, formulée dans la théorie marxiste, n'existe à l'heure actuelle que dans le parti marxiste, qui va former des représentants d'avant-garde de la classe ouvrière. Donc, à travers l'expérience de lutte de la classe ouvrière, à travers le travail du parti qui va connecter les idées du marxisme à la classe ouvrière plus large, la classe ouvrière en entier est capable de dépasser sa conscience réformiste pour atteindre une conscience de classe révolutionnaire. Et à travers la conscience révolutionnaire, la classe ouvrière réalise son essence d'être l'agent historique révolutionnaire. En devenant révolutionnaire, en redécouvrant son essence profonde, la classe ouvrière entame la transformation de la société, abolit les classes et s'abolit elle-même comme classe prolétaire, donc comme classe ne possédant rien. Ainsi procède la dialectique de la classe ouvrière. Elle existe d'abord en soi, son essence est en potentialité. À cette étape correspond une inconscience de classe. Puis, en s'organisant de manière révolutionnaire, la classe devient pour soi, consciente de son pouvoir politique. Pour clore cette partie sur essence et apparence, je vais citer Alan Watts dans La raison en révolte. Il n'y a pas de barrière absolue entre essence et apparence. Par notre intellect, nous pénétrons toujours plus profondément dans les mystères de l'univers, dans les mystères de la matière, passant au-delà de l'apparence jusqu'à l'essence, du particulier à l'universel, du secondaire au fondamental, des faits à la loi. On a suivi maintenant Hegel jusqu'ici, comme Marx et Engels ont suivi Hegel, parce que Hegel a suivi le matérialisme. Mais il faut maintenant tracer la ligne chez Hegel entre matérialisme et idéalisme. Hegel nous expliquait que le sujet connaissant arrive à saisir l'essence des objets, donc leurs aspects généraux, les lois à travers le concept. Hegel en conclut donc: si nos concepts ou notre théorie sont conformes à l'essence des choses, c'est parce que les choses sont essentiellement des idées. Pour Hegel, le monde est connaissable par la pensée parce qu'on peut connaître un contenu qui est a priori un contenu d'idées. L'esprit humain découvre que derrière l'apparence des choses, il y a un esprit, un contenu ou une force spirituelle. L'esprit humain s'est découvert lui-même à travers l'objet. L'objet matériel n'est finalement pour Hegel qu'un véhicule temporaire et illusoire de l'esprit. Cet esprit derrière les choses objectives, cependant, n'est pas le même esprit que l'esprit humain qui a pensé l'objet. C'est un esprit qui préexiste au sujet, qui est déjà dans l'objet et qui préexiste à l'humanité tout entière. Cet esprit est présent au début de l'univers, c'est Dieu, manifesté dans les lois de l'univers. Et quand le sujet découvre l'objet, il découvre que l'objet est essentiellement esprit, le sujet accède à un nouveau savoir, le savoir absolu. Le savoir absolu est la science secrète et mystique de l'idéalisme allemand. Dans le savoir absolu, on comprend que l'essence des phénomènes qu'on a saisis dans le concept est un fragment de l'esprit divin qui s'incarne dans le monde. La phénoménologie de l'esprit se termine avec la découverte du savoir absolu. L'histoire de cet ouvrage est de montrer que l'auto-mouvement de la conscience s'est élevé de la conscience sensible à la connaissance rationnelle puis au savoir absolu. Et c'est alors que se clôt le premier chapitre et que commence la science de la logique, qui va suivre le parcours du concept, qui va s'élever dans son auto-mouvement pour se fondre avec l'idée absolue. Au début de l'univers, il y avait l'idée absolue. C'est le sujet ultime et premier de l'univers, Dieu. Mais non pas le Dieu transcendant et personnel des religions monothéistes. C'est un Dieu qui se confond avec le monde et qui se confond avec la nature. L'idée absolue n'est rien de moins que l'essence de la totalité de l'univers. L'idée est une force qui doit se manifester, créer et engendrer. L'idée devient le monde. L'idée devient nature. Mais en devenant nature, l'idée absolue s'est aliénée. Elle s'est perdue en elle-même. C'est ce qu'on appelle dans la tradition mystique la parole perdue. Elle a perdu sa conscience et sa pureté. Elle s'est aliénée pour devenir l'ensemble des objets de l'univers, mais non pas les objets du point de vue de leur matière, parce que la matière, c'est seulement le revêtement des idées présentes dans les choses.
l'idée absolue est devenue l'ensemble de l'essence des phénomènes, donc l'ensemble des composantes universelles, conceptuelles présentes dans les objets. Et l'idée porte en elle la vie. De l'idée émergent les espèces vivantes. Et la vie porte en elle la conscience. Et de l'idée absolue émerge l'homme. Pour le matérialiste, l'être humain est le produit de la matière devenue consciente d'elle-même. Mais pour l'idéalisme absolu de Hegel, l'humain est le produit de l'idée absolue. L'idée absolue, à travers la conscience humaine, commence à quitter le monde emprisonnant de l'objectivité, et l'idée absolue commence à devenir un sujet pensant. L'idée absolue était présente dans l'essence de tous les phénomènes, mais l'idée absolue, c'était aussi la totalité de l'essence de l'univers. Comme l'idée absolue est présente en germe dans chaque conscience individuelle, dans chaque âme humaine. Mais l'idée se présente sous une forme supérieure à travers la conscience sociale. L'idée absolue s'est aliénée en devenant la nature et s'est maintenant transformée en ce que Hegel appelle l'esprit objectif, c'est-à-dire la raison dans l'histoire. L'idée absolue commence alors à se retrouver et à se réaliser à travers la conscience sociale et historique de l'humanité. La raison dans l'histoire, ou l'idée absolue, qui est devenue l'esprit collectif de la société, correspond grosso modo à ce que nous on appelle la superstructure. Donc pour Hegel, l'esprit d'une société à une époque donnée inclut la philosophie, la religion, la science, mais aussi l'État, les formes politiques. La raison évolue dans l'histoire, passe de l'inconscience à la conscience, de l'irrationnel au plus rationnel, comme la culture et les formes politiques évoluent. Hegel montre alors une vérité historique à laquelle les marxistes vont souscrire. L'histoire de la science et de la philosophie est un processus permanent d'affirmation et de négation. Un développement continu par lequel les idées d'une époque sont niées par de nouvelles idées, puis niées ensuite elles-mêmes par de nouvelles idées. Chaque philosophie exprime une vérité, mais une vérité limitée, partielle, à laquelle doit nécessairement succéder une nouvelle vérité plus vraie, plus riche, supérieure, qui va nier les vérités précédentes en les assimilant, en les sursumant, donc les niant de manière dialectique. Le vrai et le faux ne sont pas opposés de manière irréductible, mais le faux n'est qu'un moment dans le développement du vrai. Et dans ce processus historique de la connaissance, la pensée et la conscience humaine passent de l'état en soi à un état en soi et pour soi, c'est-à-dire qui se réalise et s'accomplit. La conscience particulière de l'individu, elle est limitée nécessairement, mais par les générations qui se succèdent, la connaissance humaine s'accumule et se développe sans cesse. Il y a un slogan bien connu de Hegel qui dit « Le réel est rationnel, le rationnel est réel. Le réel est rationnel, le rationnel est réel. » Ce slogan-là apparaît comme profondément réactionnaire, en fait. On a l'impression que Hegel dit que ce qui existe est rationnel, donc il est justifié. Mais en réalité, c'est mal comprendre ce que Hegel voulait dire. C'est un propos profondément révolutionnaire. Et d'ailleurs, Engels en parle dans Feuerbach. Donc, Hegel disait qu'en 1789, la monarchie française était devenue irréelle. Elle était devenue irrationnelle, c'est-à-dire dénuée de toute nécessité, dénuée de toute raison d'être. La monarchie devait être détruite par la Révolution française, parce que la Révolution était plus rationnelle que la monarchie. L'histoire implique pour Hegel que chaque moment historique, chaque phénomène politique, social et économique commence par être rationnel, puis devient irrationnel. Une société irrationnelle, si elle remplit sa mission historique, c'est-à-dire si elle développe les forces productives, si elle développe la culture, et si elle permet d'avancer le progrès humain. Quand une société cesse de faire ça, elle cesse d'être progressiste, elle devient irrationnelle, elle engendre ses propres fossoyeurs, elle entre en contradiction avec elle-même et elle prépare sa destruction. L'idée absolue évolue donc comme une raison dans l'histoire, comme une conscience sociale humaine. Et la raison va atteindre un climax. Par la philosophie et la science moderne, la raison accède à l'essence des objets. La conscience humaine acquiert le savoir absolu sur le monde. L'idée absolue s'est donc réalisée, mais réalisée dans quoi? Dans rien d'autre que le système philosophique de Hegel.
L'idée absolue s'est réalisée à travers Hegel et ses disciples. Hegel va dire aussi que l'idée absolue s'est réalisée à travers la monarchie absolutiste prussienne. Mais ça, c'est une autre histoire. Je ne vais pas entrer là-dedans. Bref, le disciple hegelien, en saisissant les essences rationnelles de tous les objets, s'est fondu avec l'objet. Mais l'objet n'est plus l'objet matériel d'avant. C'est un objet rendu pareil au sujet. En réalité, l'objet a cessé d'exister. Il n'y a plus que le sujet qui a avalé tous les objets du monde dans sa pensée. Mais en avalant tous les objets par sa pensée, le sujet n'est plus un sujet humain, individuel et corporel. Il s'est transcendé lui-même. Il est devenu un esprit aussi grand que l'univers. Il s'est fondu avec l'idée absolue. Il a réalisé l'idée absolue. Et donc, l'idée absolue devient maintenant ce que Hegel appelle l'esprit absolu. C'est l'aboutissement de l'univers. L'esprit Dieu s'est réalisé dans la pensée humaine. À travers la philosophie de Hegel, Dieu s'est retrouvé en lui-même. Donc, les disciples de Hegel ont alors retrouvé Dieu à travers leur raison. Le système de la philosophie est complété. Dieu a fusionné avec lui-même. C'est ainsi que se clôt Hegel. Donc, la limite du système hegelien est que ce système empreint de dialectique, de changement, de transformation, culmine dans un moment profondément anti-dialectique, un moment figé, l'idée absolue. Le système de Hegel, il est clos sur lui-même. Le changement s'arrête. Et avec cette idée absolue qui vient terminer le système de Hegel, son système vient de sombrer dans l'idéalisme absolu. Idéalisme dans la théorie de la connaissance, idéalisme dans sa conception de l'être et de la réalité, idéalisme dans l'histoire. Le système de Hegel est faussement complet. Il est incomplet parce que sa clôture finale est une contradiction avec la dialectique. Et ça va être la tâche de Marx et de Engels d'ouvrir le système de Hegel et de le rendre conséquent avec sa propre dialectique qui implique le mouvement perpétuel. Un système de connaissance de la nature et de la société ne peut pas être fermé. Il n'y a pas de vérité absolue éternelle qu'on pourrait atteindre d'une fois pour toutes. La connaissance évolue constamment parce que le monde objectif évolue constamment. Marx et Engels vont tenter de sauver la méthode dialectique hegelienne, c'est-à-dire le noyau rationnel, critique et révolutionnaire du système hegelien, englué dans le fumier de l'idéalisme absolu et du conservatisme politique, et vont asseoir la dialectique sur des bases scientifiques. Marx dit « Bien que Hegel défigure la dialectique par le mysticisme, ce n'en est pas moins lui qui, le premier, en a exposé le mouvement d'ensemble. Chez lui, elle marche sur la tête. Il suffit de la remettre sur les pieds, c'est-à-dire sur des bases matérialistes. » Marx continue. Pour Hegel, le mouvement de la pensée, qu'il personnifie sous le nom de l'idée, est le démiurge de la réalité, laquelle n'est que la forme phénoménale de l'idée. Pour moi, au contraire, le mouvement de la pensée n'est que la réflexion du mouvement réel, transposé et transporté dans le cerveau de l'homme. La théorie matérialiste de la connaissance est fondée sur la théorie du reflet, comme je le disais plus tôt. La théorie du reflet explique que notre connaissance des lois de l'univers doit partir de la réalité pour ensuite entrer dans l'idée. Les sciences naturelles particulières découvrent les lois propres à leur objet, l'objet atomique, l'objet moléculaire, l'objet biologique, etc. Les sciences sociales découvrent aussi les lois particulières à leur objet. La loi de la valeur en économie, la loi de la lutte des classes et la loi du développement des forces productives en histoire sociale et en politique. Et la philosophie, au sens marxiste, est la généralisation des lois à partir des découvertes issues des sciences naturelles et des sciences sociales. La dialectique, qui est présente dans la réalité objective, constitue l'ensemble des lois les plus générales du développement de la réalité. Et la méthode dialectique de pensée est la science philosophique de ces lois les plus générales de la pensée, de la nature et de la société. Contrairement à la logique formelle, la dialectique ne s'impose pas à la nature, mais dérive ses catégories de la réalité elle-même. La vraie dialectique cherche à découvrir à travers une analyse objective rigoureuse la logique interne et les mouvements des phénomènes particuliers. Engels nous dit dans Anti-Düring,
Les concepts ne sont pas appliqués à l'histoire ou à la nature, mais abstraits d'elle. Les principes ne sont pas le point de départ de la recherche, mais son résultat final. Ce ne sont pas la nature et les humains qui se conforment aux principes, mais les principes ne sont exacts que dans la mesure où ils sont conformes à la nature et à l'histoire. La philosophie ne doit pas commander aux sciences les principes et les lois que les sciences sont censées découvrir. La dialectique matérialiste ne fait seulement que proposer d'étudier les objets, non pas de manière figée, isolée, mais à travers les processus et les relations. C'est seulement par l'étude scientifique de la nature et de la société qu'on peut arriver à abstraire les principes généraux qui régissent le mouvement de l'univers. Comme Engels l'explique dans Anti-Düring, Marx, pour développer sa théorie économique et sociologique, n'a jamais tenté de plaquer la méthode dialectique de Hegel sur l'histoire ou la société, mais a étudié de manière rigoureuse et approfondie le processus historique de production pour en faire ressortir certaines tendances générales. Et c'est seulement après cette étude scientifique que Marx a pu arriver à affirmer que les principes élaborés par Hegel semblaient être valides par son étude. Donc, pour arriver à ma conclusion éventuellement, un autre aspect important de la théorie matérialiste de la connaissance que je dois aborder est le rôle de la pratique. Donc, dans son Anti-Düring, Engels explique que la meilleure manière de connaître la chose en soi, c'est grâce à la pratique. Donc, que ce soit la pratique scientifique, le travail, l'industrie, ou même la pratique politique. La pratique est le médium qui permet de passer de la connaissance sensible à la connaissance rationnelle. Par la pratique scientifique, c'est-à-dire l'expérimentation et l'observation, on transforme l'objet qu'on étudie pour vraiment découvrir comment il fonctionne, quelles sont les lois qui le régissent. La théorie de l'atome a seulement été démontrée du moment qu'on a pu prendre un objet et le shooter avec un canon de photons, et on a pu voir sur une plaque photographique qu'il y avait des trous. Et là, on a pu démontrer par la pratique que la théorie de l'atome était valide. Le travail implique aussi, la pratique, ça inclut aussi le travail social collectif, c'est-à-dire l'industrie. Par le travail, l'industrie, on découvre comment les objets fonctionnent eux-mêmes en les transformant. Et par la pratique politique, en transformant la société dans la pratique politique, on peut découvrir quelles sont les lois du développement socio-historique. La pratique permet donc de dépasser la connaissance sensible pour comprendre rationnellement comment fonctionne l'objet. Par la pratique, on passe de la chose en soi inconnue à la chose pour nous connue. La connaissance, elle est vérifiée et démontrée par la pratique, et seule la pratique peut en justifier les idées. En retour, la connaissance se met au service de la pratique. Les connaissances en sciences naturelles permettent de développer des nouvelles technologies qui permettent d'améliorer nos conditions de vie. Les connaissances théoriques en sciences sociales, c'est-à-dire la théorie marxiste, donc, servent de guide pour notre action révolutionnaire. En analysant la société, l'histoire et l'économie à travers la théorie marxiste, on peut établir des perspectives, des stratégies et des tactiques qui vont permettre, qui vont être des outils pour le prolétariat pour lutter pour son émancipation. La pratique est donc la médiation qui rend possible la connaissance. La pratique est aussi son but, comme je l'expliquais, mais la pratique est aussi le point de départ de la connaissance. En effet, on recherche à connaître les objets du monde naturel dans le but de les transformer pour répondre à nos besoins. Et donc la science naturelle trouve son fondement dans la lutte pour l'existence. On cherche à connaître le monde social pour le transformer en vue d'améliorer nos conditions d'existence sociale. Et donc la science sociale trouve son fondement dans la lutte des classes. La connaissance se développe non pas comme un reflet passif de la réalité dans l'esprit humain, mais grâce à l'effort actif du sujet connaissant, ou dirons-nous plutôt les sujets connaissants liés ensemble dans le monde social. La connaissance humaine suit donc un circuit dialectique. On part d'abord d'une recherche pratique fondée sur le besoin humain. On arrive à la connaissance sensible, puis la pratique nous permet d'arriver à la connaissance rationnelle, les concepts, la théorie, la science, et la théorie permet d'éclairer notre pratique sociale. La pratique guide sans arrêt notre quête de vérité, et en retour, la vérité, ou la théorie, guide notre pratique et notre action. Pour conclure, on a donc passé en revue les moments déterminants de l'histoire de la philosophie qui ont permis de fonder les origines de la théorie marxiste de la connaissance.
le débat entre Kant et Hegel a pris à l'heure actuelle une nouvelle forme, celle de la lutte des marxistes contre le subjectivisme kantien, omniprésent dans les idéologies académiciennes de la pseudo-gauche, comme le postmodernisme, l'intersectionnalité, le structuralisme, le post-structuralisme, le positivisme logique, le constructivisme. Le marxisme est la première philosophie qui a intégré le point de vue de la pratique dans sa théorie de la connaissance, ce qui a permis de surmonter les limites de l'empirisme, ainsi que du matérialisme mécanique et vulgaire, et ce qui a permis de réfuter les théories idéalistes de la connaissance. Le point de vue de la pratique, avec le point de vue de la pratique, la philosophie et la science du marxisme deviennent un guide pour l'action révolutionnaire. La théorie est mise au service de la pratique et vise l'émancipation humaine. Le parti marxiste que nous construisons, la tendance marxiste internationale, est le véhicule qui permet d'allier la théorie marxiste à la pratique révolutionnaire et qui permet de connecter le socialisme scientifique à la classe ouvrière. Merci.